Je suis Pierre Lefebvre, coordinateur du PODEF de Métropole, une instance de participation citoyenne qui organise régulièrement des débats, conférences, cafés-débats sur différents thèmes, sur les enjeux métropolitains. Aujourd'hui, on a réuni une table ronde sur la question des risques majeurs dans la métropole, avec un format un petit peu particulier, puisque vous le verrez, la table ronde va s'organiser en plusieurs rounds thématiques, avec une série de questions associées à chaque thème. On laissera les intervenants nous donner des éléments de réponse. On fera évidemment tourner le micro dans la salle. Et puis, on a mis en place un petit système de QR code qui vous permet de répondre à quelques questions. On avait envie de tester, de sonder les connaissances du public sur ces questions de risque majeur. Voilà, ça n'a rien de scientifique, pour méthodologie, ça nous permet d'avoir une petite idée de votre niveau de connaissance sur le thème. Et une petite précision, du fait de la grève des transports, de nombreuses personnes nous ont demandé à enregistrer les échanges. Donc si au moment de prendre, que vous le sachiez, au moment de prendre la parole, votre parole est enregistrée et risque majeurement d'être. Je vais tout de suite passer la parole à nos intervenants pour qu'ils un premier tour de table et qu'il se présente. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Sarah Amélie, je suis directrice des risques et du cycle à la l'hospitalier d'Adrial. C'est la direction régionale de l'environnement et des mouvements du mouvement. Il y a des industriels, c'est dans la partie environnement. Donc, je suis en charge du pilotage de la question du management de l'inspection des installations classées à l'échelle régionale. L'inspection des installations classées, c'est l'ensemble des inspecteurs et inspectrices qui contrôlent les sites industriels qui relèvent de la réglementation ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, qu'est-ce que c'est On a demandé aux intervenants de limiter les acronymes ce soir. Mais là, je Bonsoir à toutes et tous. Qu'est-ce que vous avez à être servi? Je suis le directeur de la DCRM. Donc, je suis pour la ville de Toulouse, le directeur de la sécurité civile et des risques majeurs. C'est une mission qui couvre le mouvement de police primaire. Il y a une partie qui est le quotidien, la sécurité des établissements reçoit du public comme celui-ci, la sécurité des événements festifs, culturels sur le territoire de la commune, mais aussi la partie risque majeur qui nous intéresse ce soir, quel que soit le risque, et la participation du maire à la fois dans la prévention, mais aussi dans l'anticipation de la gestion de ces risques et de ces situations de crise. J'ai d'autres petites casquettes, et demain je suis déjà en charge de la partie hygiène et la salubrité sur le territoire de la commune. Les immeubles de la Saint-Ruine, comme vous avez pu voir malheureusement l'actualité récente sur Marseille, et demain quelques missions sur la métropole aussi, comme vous voyez, on va remonter, on va avoir plus de travail. Mais c'est tout. Bonsoir à toutes et tous. Anne Pétier, je suis géographe à l'université Jean-Jaurès. Je travaille en termes de recherche sur les questions de vulnérabilité face aux risques naturels. Dans la région, je travaille aussi un petit peu en Amérique latine. Et je suis aussi directrice adjointe du département de géographie et aménagement de l'université Jean-Jaurès. Merci. On va commencer tout de suite le premier round de discussion sur la question de la prise en compte du risque. Alors le risque, c'est
quelque chose d'étrange, puisque on le prévoit, on essaie de le mesurer, tout en espérant qu'il ne se produise jamais. C'est quelque chose qui existe. On réussit quand le risque ne se concrétise pas. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'un aléa? Qu'est-ce qu'un risque majeur? Qu'est-ce que la vulnérabilité? Comment est-ce qu'on mesure le risque et comment on essaie d'adapter la réponse au risque en fonction de cette mesure? Et on a également posé une petite question à la salle, je ne sais pas si Chloé peut vous afficher les réponses. On vous avait demandé quels étaient les risques, selon vous, auxquels la métropole était, les 2 tiers de la métropole, la commune de Toulouse, était soumise avec inondation, risque Céveso, retrait de gonflement des argiles et attaque de sauterelles. Alors, je sais que sur Internet, on a 10% de réponses à attaque de sauterelles, mais bon, je sais pas si la fiabilité des gens qui ont répondu. Et là, les gens, à peu près un tiers pour inondation, retrait de gonflement, site Céveso. C'est ça? Et voilà, c'est le principal risque en termes de surface concernée, le retrait gonflement des argiles, et je pense qu'on aura l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit peut-être un peu plus tard. Sur la question de la mesure du risque et de la différence entre aléa et risque, peut-être. Bon. Je me jette à l'eau. Il y a plusieurs façons de définir un risque. Celui qui est le plus couramment défini dans le risque majeur, c'est la comparaison de l'aléa et de l'enjeu. L'aléa, c'est bien l'enjeu, c'est la chute de pierre, l'avalanche, ça va être aussi la montée des eaux. L'enjeu, c'est tout ce qui va être une cible de cet aléa. Si j'ai une avalanche qui glisse naturellement, la neige coule naturellement sur le banc de la personne, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de skieur, on a un aléa, oui, on n'a pas d'enjeu pour les spectacles. Par contre, si mon avalanche coule et emporte à la fois des habitations, à la fois des personnes, là on a un enjeu fort, un enjeu plein, un enjeu matériel dessous, et là on est sur un risque. Et lorsque l'aléa est fort et que l'enjeu est fort, on est vraiment sur un risque. Sur la métropole toulousaine, l'inondation est effectivement un des risques majeurs, celui qui couvrira la plus grande partie du territoire, parce qu'on a un fleuve capricieux qui est susceptible de prendre du débit très vite, et on a autour une urbanisation qui s'est faite depuis le Moyen-Âge, avec des aléas qui peuvent être forts. Comme dernièrement, au mois de janvier dernier, 2022. L'évacuation du Méditerranée, l'arrêt des activités sur le sol toulousain, d'autres ressources. 2 autres manières de mesurer le risque, c'est un risque courant ou un risque exceptionnel. Ça, c'est peut-être un petit peu la mesure qui est faite par le service de secours. Le risque courant, c'est le risque du quotidien, avec les accidents d'explosion, les malaises, les incendies. Le risque exceptionnel, c'est le risque pour lequel on se préparer. Tout ce qu'on regarde à tête, c'est le risque exceptionnel pour la constitution de risque. Peut-être que tu peux ajouter, François, que l'aléa, c'est bien, c'est aléatoire, donc c'est bien des événements qui ne sont pas déterministes. Déterministes socio-mathématiques, ça veut dire bien sûr qu'ils vont se produire. Et donc, ces événements, ces aléas, ils sont affectés à une certaine probabilité d'occurrence. Ensuite, une certaine loi de probabilité aussi. Et je pense que c'est important aussi de signaler que tout ce que tu as décrit, la chute du bloc, l'inondation, c'est pas la probabilité à 100%, c'est pas certain. Donc je pense que ça, l'aléa, ça fait partie aussi, c'est cette caractéristique fondamentale, c'est bien on n'est pas certain qu'il va se produire, et du coup,
coup, ça va entraîner, il va être nécessaire de faire des modélisations, un certain nombre de calculs pour. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on mesure le risque. Je pense que dans la mesure du risque, il y a deux composantes. Pour les événements qui génèrent des risques. Les deux composantes, ce sont les probabilités de l'occurrence. Donc, je ne sais pas, dans un système industriel, il y a un continu qui est une élévation de température dans je ne sais quelle machinerie qui occasionne un certain type d'explosion. Et donc, il y a une probabilité de survenue de cet événement. Et à côté de cette probabilité, il va falloir déterminer les dégâts générés par cet événement. C'est un peu ce qu'on va appeler en fait l'espérance, mais là j'ai peur de noyer un petit peu la salle, mais en tout cas ces deux facteurs nous permettent de quantifier la nature du risque, de dire si c'est un risque majeur ou mineur. Un événement dramatique, par exemple ce qu'a connu en 2020 avec les élèves, s'il est affecté d'une probabilité très faible de survenir, c'est pas forcément un risque majeur en fait. Alors qu'un événement qui aura des conséquences moyennes mais qui est attaché à une probabilité de survenir elle aussi assez moyenne, ben là on sera peut-être plus en face d'un risque majeur. En tout cas au sens des risques anthropiques, c'est-à-dire les risques générés par l'activité humaine, que sont notamment ici considérés. Juste pour compléter sur la question des enjeux en particulier, il y a une définition très large et très simple des enjeux qui est ce qu'on craint de perdre. En fait, ça tient toute la complexité de ce qu'il y a derrière le terme d'enjeu, c'est-à-dire que les enjeux, ça peut être des éléments matériels, par exemple des bâtiments, évidemment des vies humaines, mais ça peut être aussi des choses peut-être de valeur marchande, par exemple des photos souvenirs. Ça, en fait, quand on fait des entretiens auprès de gens qui ont vécu des catastrophes, pour eux, la perte des photos, la perte des souvenirs familiaux, c'est un élément très important, même si ça n'a pas de valeur marchande. Donc, voilà, les enjeux, c'est tout ce qui peut être généralement touché par un aléa. Et ces enjeux, ils ont une susceptibilité plus ou moins grande d'être touchés. Ça, c'est ce qu'on appelle la vulnérabilité. Parce que pour un même enjeu, pour un bâtiment par exemple, un bâtiment peut être très solide et résister très bien, il sera un peu vulnérable, et un autre peut au contraire être très fragile, pour un autre, et il sera beaucoup plus vulnérable. Voilà, c'est cette dimension aussi qui rajoute en fait à la complexité du risque, c'est-à-dire que non seulement il faut évaluer l'aléa, comment on qualifie l'aléa, et ça va s'exprimer, il y a quand même une question d'incertitude derrière, on ne sait jamais exactement très précisément ce qui va se passer. Et puis il faut aussi qualifier la vulnérabilité. Donc, est-ce que les bâtiments vont être, est-ce que les gens vont savoir réagir? Tout ça, c'est aussi les composants de la vulnérabilité, c'est pour ça que le risque elle est très complexe. Parce qu'on joue à la fois sur du physique, du matériel et sur du social pour essayer de caractériser. Merci. Donc pour ce premier rang de clarification sur les définitions, les questions de probabilité, de qualification de risque, et avant de passer à des détails plus concrets qui concernent le territoire de métropole, est-ce qu'il y a des demandes à la salle de clarification, des remarques sur cette question de risque, aléa, enjeu, vulnérabilité? Oui, je suis en retard. Je réponds à la question, c'est possible de communiquer de programme pour le thème. En dehors de ce point technique, est-ce qu'il y a une question sur le... Bonsoir, Richard Leblanc, Gracel de Toulouse. Je voulais vous poser une question au niveau on a ici donc le monsieur qui est chargé de la protection des populations pour la commune. Est-ce qu'on a l'équivalent au niveau de la métropole? Et il y a aussi
il y a aussi le Sicoval, enfin il y a les reflets aussi. Donc, voilà, c'est la question que je peux poser au niveau des structures de veille. Alors, est-ce que dans la relation de compétences entre communes, PCI, santé de l'État, ce poste de votre Et alors, je pense que c'est que le mien est attaché au pouvoir de police locale. Donc, il est bien dans le cadre du code général des activités territoriales, il est attaché au pouvoir général de police locale et il est bien, comment dire, fixé au niveau communal. Par contre, depuis 2021, une loi a été promulguée. La loi dite Matras, en 2021, a été promulguée et les métropoles, les communes, les EPCI doivent préparer un plan intercommunal de sauvegarde pour mutualiser d'abord leurs ressources et leurs moyens et ensuite leur gérer. Et là, on est en train de travailler dessus pour 5 ans, 6 ans à la loi, 3 ans pour le patron, pour mettre ça en place. Ça existe déjà, cette solidarité, cette mutualisation existe déjà, mais elle n'est pas assez préparée, assez formalisée. Si j'ai un gros incendie sur la commune de Toulouse, que les vigilances de Valence il sera plus malin d'aller héberger dans l'urgence une personne sinistrée sur Valence ou sur Toulouse. Ça, c'est des choses qui se font. Mais ça a besoin de se construire au mieux et simplement Donc on a un plan. Chaque plan va sortir dans 5 ans. Chaque commune a son plan communal. Maintenant, on va amalgamer ces plans communaux, créer un échelon supra, le plan intercommunal, qui mettra de l'huile dans les rouages et permettra aux uns et aux autres de mutualiser leurs moyens. Bien évidemment, on ne va pas attendre 5 ans pour lancer la machine. Les conventions des accords cadres vont se faire rapidement dans l'année. Et puis après, on ira dans le détail pour la construction des procédures, des process, de manière à être plus d'accord. Merci, M. On propose une autre question. Bon, j'ai une question, c'est pourquoi on a des plans de prévention en risque d'inondation industrielle et on a un plan d'exposition au eau. Puisqu'on a 3 types de plans qui s'imposent à l'urbanisme, donc on pourrait considérer qu'ils sont relatifs à des risques. Le risque d'inondation et le risque de bruit, c'est un risque sur la santé. Pourquoi ces 3 plans sont de nature différente? Et on parle d'une exposition et bruit, et pas d'un risque sanitaire ou d'un risque sur le risque bruit ou des choses comme ça. Je pense qu'on fait référence au PPRT, au plan de prévention des risques technologiques. Alors ces plans, ils ne sont pas des plans communaux liés à un territoire en particulier, c'est lié à des sites. C'est des OCO qui, suite au drame de la ZF, se sont vus prescrire des obligations de gérer un petit peu, de préservation de l'organisation autour des sites. Mais ce n'est pas des plans qui sont systématiques dans toutes les communes de France. Ces plans de prévention des risques technologiques, donc tous les sites, ces réseaux sociaux se doivent en élaborer. À l'échelle de la région, c'est le cas. Tous les sites réseaux sociaux ont mis en place un PPRT. Ce PPRT va définir des zones autour du site, autour duquel il va y avoir ce qu'on appelle des SUP, des servitudes. En fait, ça s'apparente à des servitudes d'urbanisme, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on ne peut pas construire ce qu'on veut et on ne peut pas construire comme on le veut. On va avoir par exemple le renforcement de et d'autres mesures aussi. Merci. La dernière question. On passe à la suite. La question risque d'être. En fait, je m'intéresse, je voulais avoir entendu, juste
que vous n'avez pas répondu, je m'intéresse beaucoup à la question des risques liés aux pluies diluviennes, qui ne me semblent pas bien pris en compte dans les plans de prévention des risques d'inondation, qui ont l'air, me semble-t-il, de prendre davantage en compte la montée des eaux, des rivières, des fleuves, mais pas tellement la question de la conjonction entre des pluies diluviennes qu'on va avoir dans les prochaines années et des sols qui seront trop secs pour absorber l'eau. Et on a vu que ça peut donner des inondations majeures dans des lieux qui ne sont pas, pas spécialement de canaux qui expliquent ces inondations. Voilà, je me demandais comment est-ce que la ville était préparée à ça. Je n'ai pas le sentiment que cette question est prise en compte, et surtout, quelles conséquences ça a sur la capacité à habiter la ville, sur la manière de construire la ville. Je pense notamment au public que j'ai l'habitude de représenter, notamment les personnes à mobilité réduite, ou ces personnes âgées, qui sont souvent logées en rez-de-chaussée, qui, le jour où ces inondations vont arriver, n'auront pas la capacité de fuir comme des personnes valides. Qu'est-ce qui est anticipé? J'ai le sentiment que rien n'est réfléchi et que, en plus, on ne prend pas en compte les différents niveaux de risque suivant les types de population. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui sont plus vulnérables que d'autres au changement climatique, et celles-ci ne sont pas du tout étudiées. Je discutais avec Marc France il y a quelques mois qui fait un papier là-dessus. Vous prenez un peu d'avance sur le thème de la suite, on va y venir. Puisque justement, sur ce second round, on voulait voir avec vous, concrètement sur le territoire de la métropole, quels sont les principaux risques majeurs, quelle est leur nature, qu'est-ce qui est envisagé par rapport à ces risques, qui est compétent, et savoir aussi si tout le territoire de la métropole, 37 communes, était égal ou à égalité face au risque majeur. On l'a vu, le risque industriel est forcément lié à la présence de sites Céveso. On avait fait une petite question pour voir quel était l'état des connaissances sur le nombre de sites Céveso présents sur le métropole. Je n'arrive pas à lire le graphique. Donc les gens sont plutôt dans le vrai, puisqu'effectivement, je crois qu'il y a 4 sites Céveso sur le territoire de la métropole. Bravo au public. Donc, qui veut commencer? Quels sont les principaux risques majeurs auxquels est confrontée la métropole et comment on y fait face? Alors, en matière de risques industriels, il n'y a pas que les sites Céveso qui font peur, mais effectivement, ce sont les plus emblématiques et la catégorie la plus dangereuse, donc celle qui va être le plus susceptible de risques majeurs. Donc, effectivement, il y a. Bon, sur le chiffre, on va en discuter, un certain nombre de sites Céveso au sein de la métropole toulousaine. Elle, c'est assez porté sur le carbone qui est dans la métropole ou pas? Alors, du coup, je pense que. Ouais. Alors, en fait, ces sites, il y a le dépôt pétrolier Esso, au nord de Toulouse, sur la zone de Fondaire. Le dépôt pétrolier, ça peut brûler. C'est du combustible qui est stocké en quantité importante, donc ça peut brûler, générer des fumées importantes qui peuvent occasionner des problématiques sanitaires, évidemment. On pensait à l'aérosol, par exemple. Sur cette même zone de Fondaire, on a STCL. Alors, STCL n'est plus en activité, c'était une fonderie en fait. Ils recyclaient les batteries et donc ils avaient l'activité de fonderie et en faisant fondre les batteries, il y a notamment des particules qui sont générées, qui sont drainées, pas drainées par une fumée, portées par une fumée, du plomb notamment. Donc voilà, c'est une outre l'aspect chronique des aspects, des événements accidentels. Il y a ARM Group, ça c'est plus sous-question, je crois d'ailleurs ARM Group, et c'est voilà, là où on écrit, là où est fabriqué le combustible pour la fusée Ariane, et pareil, le combustible pour fumée, etc. Et le quatrième, je pense que c'est Boom 2, c'est apporté sur Garonne, qui n'est pas vraiment à métropole, parce que j'en vois pas le quatrième. Et alors là, c'est de la fabrication de gaz, oxygène, notamment. Ouais. Je passe le papier. C'est le verrouille total.
Espinasse qui Et les est sur Espinasse, les métropoles. ah, d'accord. Voilà, merci. Donc on en a 5. Et voilà. On a 4. On a 4 en fait, on a 3 parce que SCCF n'est plus en activité depuis l'automne 2020. Oui, il continue à polluer et ça pose un sacré problème puisque la métropole. Non, je ne parlais pas comme Ah, d'accord. Alors, moi, je trouve un petit peu sur les risques naturels, puisqu'on a aussi un fleuve capricieux, des rivières comme l'Ers peuvent aussi générer des, je disais tout à l'heure, des aléas qui provoquent effectivement des risques majeurs. Alors, toutes les communes ne sont pas traversées, mais les communes qui ne sont pas traversées pour la Garonne, et forcément, on voit le risque de la Garonne. Mais les communes comme Toulouse, Blagnac, elles sont soumises à ces risques naturels. On a aussi des risques de glissement de terrain sur la colline de Pêche-David et les rives de la Garonne. Par contre, un risque sismique, on est assez faible. Rapidement sur les dernières, juste pour compléter sur le fait que la croissance de la métropole toulousaine au cours de cette dernière décennie, elle s'est faite souvent dans des zones où il y avait de l'espace, et notamment dans les zones inondables. Et c'est vrai que les secteurs, on a un risque d'inondation à Toulouse, même par la Garonne, il est connu depuis très longtemps. Il y a une histoire des inondations qui est très ancienne, très connue, etc. Autant sur toute la périphérie, l'urbanisation, elle s'est faite souvent au bord de petits ruisseaux, dans des bas-fonds, parce que c'est là qu'il restait de la place. On a mis soit des lotissements, soit des infrastructures commerciales ou autres. Et donc là, on se retrouve avec des risques qui n'ont pas forcément été très anticipés non plus et qu'il faut gérer aujourd'hui. Donc c'est cette question aussi de l'héritage, de la construction du territoire qui est parfois lourd d'apporter. Je voudrais juste compléter qu'on a une petite diapo qui reprend le plan interactif que vous trouvez sur le site. Vous avez le plan interactif des risques. Alors voilà, c'est ce plan-là, c'est une capture d'écran, désolé, avec un petit zoom, et vous utilisez en vous déplaçant les différents risques auxquels un endroit est soumis, avec des petites informations dessus. Voilà, voir les mots, et si je me déplace, je peux voir les différents risques auxquels je peux être soumis, qui soient inondation, qui soient risques. Et je m'ensuite parce que je n'ai pas eu la question pour répondre au plan de parler de plan de prévention de discrimination. Comme pour le risque technologique, le plan de prévention de discrimination est essentiellement un plan d'urbanisme, un plan de secours. Pour le plan de secours, on a le plan pour une eau sol d'arbre, pour lequel, effectivement, l'inondation est prise en compte. À Toulouse, on a la chance d'avoir un plan d'inondation assez ancien qui propose des actions en fonction de la hauteur de la Garonne. Par exemple, la hauteur de la mètre 40 ou 9 génère des alertes et nous permet de réagir. On sait qu'à partir de 2050, le service de prévision des crues peut avoir une prévision fiable en dessous. Elle est trop capricieuse pour la résolution fiable. C'est le plan d'inondation communal. On a des actions qui sont calées comme le checklist. On a aussi d'autres risques qui sont pris en compte. Le plan ruissellement orage est aussi pris en compte. Certes, il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus aléatoire. C'est un risque qui est beaucoup plus aléatoire. L'orage peut tomber à Tournefeuille sans affecter Toulouse. Et pour autant, il faudra que cette soit en capacité de réagir. Donc, la première de sauvegarde est plutôt le boîte à outils pour réagir à ces risques-là. Et en ce qui concerne les publics fragiles, on a une capacité à les alerter. Alors, certes, on sait bien le faire quand on est en situation de vague de forte chaleur, puisque nos services sont en capacité de les alerter, de prendre les renseignements, de les consulter. Je pense que c'est applicable aussi sur d'autres risques. Peut-être apporter un peu de précision sur la différence que c'est entre le plan de sauvegarde et le plan de secours. Oui, effectivement, le plan de sauvegarde comporte deux grands champs. Un, l'alerte aux populations. On
revient dans le troisième rang. Je ne sais pas si je ne suis pas KO au troisième rang. Et la deuxième partie, c'est la partie soutien aux populations, qui commence par le déplacement, qui finit par l'hébergement en fonction des situations que l'on peut avoir. Le cas de secours, oui, c'est les services de secours qui ont chacun leur caméra, chacun leur méthode pour intervenir et pour assurer le risque. Est-ce qu'à votre connaissance, dans les plans de secours, il y avait des dispositifs particuliers pour les personnes à mobilité réduite? C'était aussi... Le souci dans les plans de secours, effectivement, c'est une disposition qui est prise en compte. Maintenant, pour les services de secours, leur principal problème, c'est de déterminer où sont ces personnes, comment elles sont identifiées. On propose, nous, un système d'alerte en masse sur la ville de Toulouse qui permet, si vous vous enregistrez, d'être alerté prioritairement, soit par GSM, soit par GSM classique. Néanmoins, cette alerte-là, ça ne reste qu'une alerte et ce n'est pas une localisation de la personne. Donc voilà, ça aussi, c'est un travail de mise à jour qu'il faut suivre. Je peux compléter que les plans de secours existent aussi d'abord les sites industriels qui nécessitent, donc essentiellement les sites réseaux. On appelle ça le pays des plans particuliers d'intervention qui va organiser une intervention de secours en cas d'incident qui génère des effets qui dépassent l'enceinte du site. Il y a également le plan PMI, le plan opérationnel interne, qui lui va aider les secours à l'intérieur du site confronté par un incident qui génère des effets qui restent circonscrits à l'intérieur du site. Donc effectivement, M. Schultz est bien montré à Distinguo, on a des plans d'urbanisme en fait, qui vont s'assurer qu'on ne mesure pas l'organisation ne va pas exposer des personnes des risques. Et on a les plans de secours qui, eux, sont là pour organiser l'intervention de secours en cas d'incident ou d'accident. Merci. Une question qui me venait à l'esprit en débutant, si on regarde Toulouse par rapport à Bordeaux, Montpellier, est-ce que vous avez une idée, est-ce que l'occasion de discuter avec vos homologues pour nous dire Toulouse est plus soumise, plus vulnérable sur tel ou tel point, particulièrement à risque sur tel ou tel autre. Alors sur le volet industriel, c'est paradoxal de dire que finalement Toulouse est moins exposée que d'autres grandes métropoles, alors qu'elle a connu le pire accident industriel des dernières années en France, mais effectivement, on n'a pas une métropole qui comporte tant de sites et des autres que ça. Si on compare par exemple à Aix-Marseille, il y a vraiment une plateforme chimique avec énormément de sites, c'est des eaux réunies qui est assez concentrée. C'est pas le cas de tous. Lyon aussi, il y a beaucoup de chimie. On a aussi il y a toute activité de chimie de et finalement, c'est pas la région en général, mais la région s'y pense au sens de site. Au niveau des risques naturels, alors, concernant les risques naturels, effectivement, on a une innovation qui est différente de la plupart des autres villes, parce qu'on a un fleuve qui agit, je ne vais pas dire comme un torrent, mais qui ressemble. La différence entre la montée des eaux sur Paris ou Orléans est complètement très différente de ce qui se passe sur Toulouse. Après, on ne va pas soutenir un petit peu de forêt, comme l'être d'autres métropoles, dont les Aix-Marseille, avec le tâche de l'urbanisation de les collines, les métropoles comme Marseille, ils soumises à de forts risques de forêt. Sur la métropole toulousaine, on est plus sur le risque d'espace libre végétalisé ou de culture que sur le programme de risque de culture. Oui, juste pour dire, c'est vrai que la Garonne, quand elle connaît les crues depuis les Pyrénées,
Ça se compte en une douzaine d'heures, donc la crue arrive. Donc, on attend de voir venir maintenant se faire de la prévision. Et c'est vrai qu'historiquement, il y avait des systèmes d'alerte qui s'étaient mis en place dès la fin du XIXe siècle pour se prévenir que la crue arrivait. Donc, dès qu'il y a eu de télégraphe, tout ça, on se prévenait que ça arrive, il faut nous pêcher. Bordeaux, par comparaison, même si ça arrive vite, il faut quand même un petit peu plus de temps pour se préparer. Ce caractère torrentiel, il est vraiment marqué, que la crue elle arrive rapidement, mais ça fait monter gros. Donc on a plus une crue de l'Ariège et de la Garonne pour le temps. Moi j'ai plusieurs questions. D'abord, quand vous avez dit des sites, vous avez dit des risques. Moi j'ai cru comprendre que sur le nord, on a risqué de rollover, avec l'explosion de la citerne. Après, c'est différent de flux, son thème, le rollover, c'est quand même un problème. Ensuite, sur le risque d'inondation, on parle de risque il y a le barrage de Cap de l'eau, ici, il y a la rupture du barrage de Cap de l'eau. Ensuite, il parlait des frontières. Il y a quand même la question de Golfech. Moi, je me souviens, je suis très jeune, quand on me distribuait des acide de d'iode, vous avez distribué à une époque. Et puis, ça pose la question des frontières, parce qu'effectivement, non seulement bien sûr la taille communale, vous l'avez sous-entendu, n'est pas toujours adaptée, mais est-ce que l'échelon intercommunal ne propose bien le bon échelon final à un certain nombre de ces risques. Et puis la dernière chose, pourquoi le risque d'un canal qui s'écrase sur un immeuble dans l'axe de l'aéroport n'est pas considéré comme un risque? 4 questions. Oui, excusez-moi. Moi, je suis très je suis dans le Codel, dans le bureau du Codel, et puis un peu assisté à cette conférence. Et voilà, je vais qu'on parle des risques, parce qu'on en parle pas assez souvent, on en parle dans les problèmes, et c'est mieux d'en parler dans les Effectivement, je vais citer tous les effets aussi des cartes, différentes cartes, c'est des trucs qu'on a cité tout à l'heure, mais les coûts hydrocarbures, ça peut générer du nucléaire, ça peut des choses, des fumées si ça flambe. Et tous ces scénarios ont différentes probabilités aussi de survenir. Notre jeu, c'est quand même plutôt une probabilité faible. Et vous avez raison, c'est des risques fictifs. Je vous réponds dans une rupture de barrage, mais pour autant, c'est pas un risque, déjà, c'est pas un risque naturel, c'est un risque qu'on peut considérer avec la financière et donc les effets sont majeurs. Les plans de prévention, les plans d'intervention sont réalisés, sont anti-efficaces le jour J si le barrage lui de oui, si le barrage est à sa capacité maximum, effectivement, on aura un peu de temps de réaction sur la métropole toulousaine, puisqu'il va falloir attendre que le flux arrive jusqu'à la métropole. Tous ceux qui seront en amont auront moins de chance que nous sur cette rupture-là. Golfech, on peut effectivement avoir un accident nucléaire, même un accident nucléaire majeur. Cet accident nucléaire, il est à une centaine de kilomètres de Toulouse. Là aussi, il y a un délai, il y a on se protège des rayonnements par le temps, la distance et les parents. Donc on a au moins la distance. Les pastilles d'iode, le plan iode est toujours actif. Il passe par l'intermédiaire des officines et des pharmacies. Le stock est présent. Les populations cibles sont des populations fragiles. À partir d'un certain âge, l'une des plus efficaces sur votre thyroïde. Voilà, pour être clair, on ne vous sacrifie pas, l'une des plus efficaces sur votre thyroïde. Vous l'interprétez comme vous voulez, moi je donne la règle, voilà, pour la juger. Et le dernier plan, et là c'est les chutes d'avion,
la ville s'est construite autour de deux grands aéroports. Un fermé, c'est celui qui est Montauban, qui était la piste Air France. On a une base aérienne, il y avait une base aérienne qui est devenue un aéroport, effectivement, il y a deux aéroports, un aéroport de transporteurs, et la ville s'est développée autour d'un aéroport, une grande industrie aéronautique. Alors, est-ce qu'on peut considérer comme un risque majeur par ses effets, oui. Par ses effets, oui. Si un gros porteur vient percuter une habitation ou une résidence, effectivement, on peut le considérer comme un risque majeur par ses effets. Après, s'il est en plus de liste, comme c'est arrivé à plusieurs fois, les effets sont pas. On parle des risques que vous évaluez. Vous arrêtez la population, mais il y a un schéma qui manque, c'est l'information qu'on fait dans le temps. Plus on est informé, moins on a de mauvais réflexes. Et ça, c'est important pour le risque d'inondation. On suppose effectivement ce qu'il faut faire, mais pas tout. On a vu des comportements complètement erratiques lors de la ZF, lors de la ZF. C'était pas l'instabilité connue, mais il faut organiser. Et pour organiser, il faut informer toute la population, les citoyens. On n'est pas des enfants. Et il faut qu'on soit informé et correctement informé, qu'il y ait des informations régulières. La question des habitants et de leur information va être abordée juste après. Je ne sais pas poser autre chose. Donc on répond à la question. C'est ça? Moi, je vais reprendre encore les avions. Je suis très contente que M. Ducodec en ait parlé. On a laissé pendant des décennies grossir à la fois une zone chimique et un aéroport l'un en face de l'autre sans que ça ait l'air de poser le moindre problème à qui que ce soit. Alors, la zone chimique a un mauvais goût d'exposer, l'aéroport continue de grossir. Premièrement, pourquoi est-ce que, on m'avait demandé en débat national qu'on classe les infrastructures à l'aéroport comme des risques industriels majeurs? Ça n'a jamais été fait, c'est pas fait, il y a toujours des résistances. Nous souhaiterions que dans la ville de Toulouse, il puisse y avoir ce débat-là. Déjà, premier risque, celui-là. Deuxième risque, monsieur parlait d'un risque de chute d'avion. Alors, la Direction générale de l'aviation civile dit le risque, c'est un risque tous les millions de vols. À Toulouse, 100 000 vols par an, bon, je ne suis pas très bonne en calcul, ça fait tous les 10 ans. On n'a déjà eu une catastrophe en 1994. Voilà, on est déjà dans les probabilités, dans quelque chose qui est quand même assez fort. Donc, je repose la question, est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus sérieux et considérer que le risque de l'accident est un vrai risque dans la ville de Toulouse? Troisième chose, le plan d'exposition au bruit, parce que vous n'avez pas répondu tout à l'heure à la question de mon petit camarade. Le plan d'exposition au bruit, qui est un vrai plan, devrait être considéré comme un plan comme les autres, comme le plan de risque d'inondation, comme un plan de technologie majeure, etc., parce qu'il y a des risques sanitaires sur la santé quand il y a trop de bruit. Donc il y a trois bonnes raisons. Dans la ville qui construit les avions, beaucoup, et qu'il y a un aéroport à la ville, de considérer que l'avion est difficile à gérer, et surtout, ne n'oubliez pas d'en parler, n'oubliez pas d'essayer de faire des plans autour. Voilà. Il y a d'autres, c'est un morceau qui est trouvé l'année dernière. Donc si le risque n'est pas nul, voilà. Je crois qu'il y avait d'autres interventions sur le risque des avions. Oui, alors il y a des plans de sauvegarde, mais il ne faut peut-être pas rajouter des raisons d'avoir des risques majeurs supplémentaires. Alors au niveau du projet de gratte-ciel, donc à la gare d'Ataco, 150 mètres de hauteur, il y a eu une enquête publique, bon, la TRA avait un peu réagi. Alors ça se situe à deux niveaux. Alors le premier, je rebondis par rapport aux avions, donc, parce que même un avion de moyen porteur, surtout s'il y a des intentions, lui peut aller se catapulter
lutter contre un gratte-ciel. C'est arrivé il y a une vingtaine d'années à New York. C'est arrivé à Milan aussi, c'est un peu moins connu. Et puis au niveau de ce gratte-ciel, ça pose aussi des problèmes au niveau non seulement du ruissellement, il y a un problème d'eau et d'inondation, puisqu'il y a des documents, peut-être monsieur devait en avoir connaissance, il y a des documents administratifs sur le point de débordement à Batavio au niveau de la Gambie. Je ne suis pas un spécialiste, vous pouvez me dire le mot. Alors nous, on l'a intégré, nos avocats l'ont intégré dans les recours juridiques qui sont en cours. Donc il y a ce risque, non seulement de ruissellement, mais il y a le risque de point de débordement par rapport aux eaux du canal du Midi. Et sur un site qui a déjà le tunnel de la ligne A de métro, et qui va bientôt avoir la troisième ligne qui va passer. De nombreuses questions. L'avion risque industriel, l'avion risque terrorisme, la question d'inondation, les questions d'exposition au bruit. Est-ce que ces questions Alors, sur les aéroports qui génèrent des risques industriels, parfois les aéroports peuvent avoir des chimicaux, des activités qui sont faciles avec l'information passée pour la et donc contrôler et régir par le vol. Après, l'aéroport en tant que tel, il répond à notre réglementation, et là, ça dépasse les compétences, c'est dans le domaine réglementaire. Et vous pouvez faire valoir ces suggestions lors du débat concernant la sécurité aérienne. Ça dépasse mes compétences. En termes de prévention, en termes de réglementation, en termes d'intervention des services de secours, je vois bien ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas ce qui va répondre à vos interrogations. Par contre, si vous pouvez développer à ce niveau-là déjà, vous voyez, il y a déjà une stratégie par rapport à ce premier gratte-ciel. J'avais aussi appuyé sur ce qu'ont vécu malheureusement nos collègues de New York pour intervenir et établir un engagement, une évacuation la plus rapide possible, mais on est clairement sur un mélange de différents risques, risque d'effondrement, risque d'incendie et les victimes au milieu. Donc la priorité aux victimes, les services de secours prendront des risques pour les externes, et voilà, ce ne sera jamais miraculeux. Par contre, vous citiez le barrage de la Bise, comme le barrage de Delon, c'est un barrage qui fait l'objet de plein d'interventions en cas de rupture de barrage. Soit l'équipement a été effectivement modélisé, une partie de l'équipement va sur l'axe, une partie va sur le canal du Midi. Là aussi, je n'ai pas suffisamment d'éléments à vous fournir. Comme c'est une affaire qui est dans la justice, je vous permettrai d'aller trop loin quand même. Deux questions supplémentaires et puis on va passer au troisième round. Oui, alors, deux choses. La SNTC, vous me dites que c'est une affaire classée, comment ça se dit? Comment se fait-il dans ces conditions qu'il y a un périmètre de surveillance avec 12 000 personnes qui doivent effectivement vérifier qu'ils ne sont pas contaminés par le plan? Et deuxième question, comment se fait-il que la métropole, le préfet, vote la construction de 800 logements sur le secteur et d'une école, alors même qu'il y aurait une garantie qu'il n'y ait pas de risque de contamination? J'aimerais rappeler ce qui s'est passé avec Métal Europe dans le nord de la France, où les autorités avaient oublié ce site industriel qui a été fermé 20 ans plus tôt, et où la ténacité d'un journaliste, malgré le rassurisme des autorités disant qu'il n'y en avoir circulé, ont finalement abouti à la fermeture de 5 écoles et un certain nombre de cas de saturnisme. Donc j'avoue que j'ai un petit peu mal à comprendre comment on peut se baser sur les études payées par un promoteur pour autoriser à construire des logements et mettre en danger, me semble-t-il,
la santé des cousins qui risquent d'habiter là-bas. Et deuxième point, je me présente parce que j'ai oublié de le faire, je suis Odile Morin, je suis élu municipal de l'opposition, et je suis aussi activiste dans le champ de l'avocat. Et je voulais revenir sur la question des inondations, parce que vous m'avez répondu inondations liées à des cailloux, à des ruisseaux, à des fleuves. Mais ce n'est pas de ce dont je parlais. Ce dont je parlais, c'est le risque d'inondation par ruissellement, par des pluies diluviennes, avec la conjonction de la terre qui n'absorbe plus d'eau. Et on sait que ça donne des mètres d'eau dans des secteurs où il n'y a pas de ruisseau, où il n'y a pas rien qui, a priori, menace. Et c'est inclus dans les PV, ce risque-là, parce que ce risque-là, il existe partout. Il existe partout. Et pour moi, avant de dire qu'on va secouer les gens, j'ai plutôt envie qu'on anticipe les choses. C'est-à-dire qu'on se demande comment est-ce qu'on peut éviter de loger les gens en rez-de-chaussée dans des zones qui risquent la submersion dans les prochaines années à cause justement de ce risque. Je voudrais savoir comment c'est traité, comment c'est réfléchi. Pour l'instant, je suis personne pour me répondre sur ce sujet. Moi, on parle de risque d'inondation, mais je trouve étonnant que depuis le mois d'octobre dernier, où la Garonne a été asséchée, on ne parle pas du risque d'assèchement et du manque d'eau potable pour la population. Ça a justement fait l'objet de mon intervention au dernier conseil métropolitain, la question de l'accès à l'eau. Vous n'ignorez pas qu'on est en ce moment dans l'élaboration du PLIH, en local urbanisme, et que les projections, enfin les hypothèses d'arrivée de nouvelles populations que porte la métropole avec sa politique d'attractivité, 90 000 habitants dans les 10 prochaines années, j'ai posé la question à laquelle je n'ai pas eu de réponse. Quelle capacité le territoire métropolitain de Toulouse a comme capacité d'accueillir de nouvelles populations en s'assurant que dans les 10 à 20 ans à venir, ces gens-là ont tous accès à l'eau potable, y compris l'été, et qu'on ne sera pas obligé d'assister une citerne en place du Capitole. Là-dessus, je n'ai pas non plus de réponse et je n'ai pas trouvé d'études qui me rassurent sur le sujet. Merci pour vos questions. Je vais essayer de répondre au jeu sur SSM. Alors, je précise les propos, je vais tester une affaire réglée, mais aussi cesser d'être exploité pour l'équipe d'activité de flux, c'est ça qui est dit. Pour autant, vous avez raison, ça ne veut pas dire que tout est réglé, que l'exploitant peut partir seulement. L'État, l'inspection de l'installation classée, elle agit tout de la DNC pour son autorisation, pendant son exploitation, jusqu'à sa cessation. Donc on inscrit jusqu'à la cessation, et puis après, on travaille avec l'exploitant à ce qu'il mette en place un plan de gestion du site, avec une éventuelle pollution. Voilà, donc effectivement, il reste. Enfin, on est encore dans cette phase avec STCM. Pour le reste, et ce qui concerne les points que vous avez évoqués, moi je ne sais pas répondre. Merci. STCM, la collectivité, la métropole, est un relais de l'État avec deux acteurs effectivement, l'agence régionale de santé. Elle est un relais, effectivement, d'électricité, les zones qui peuvent faire des analyses de plombérie. À ce jour, il y a eu, je crois, autour de 300 analyses. 200 personnes qui ont fait des analyses. Il y a un cas de certaines qui est difficilement attribuable à ce qu'on s'est proposé, puisque c'est un enfant de 3 ans qui est là depuis le mois de janvier. Effectivement, moi, le dernier chiffre que j'ai, c'est 214, mais j'espère qu'il y en a plus depuis, puisque les chiffres sont un peu anciens. Et effectivement, d'autres choses sont réalisées, des analyses dans les écoles, puisque pour le certain nombre, ce sont les jeunes enfants qui sont les plus cibles fragiles. Un nettoyage complet des écoles, des poussières, pour refaire une série d'analyses. La deuxième série d'analyses commence à être plus. Les résultats sont meilleurs et la troisième série d'analyses sera faite en avril. Concernant l'urbanisme, c'est toujours la réunion de ce soir. On va faire des préconisations sur les nouveaux
nouvelle déclaration de l'urbanisme, demande d'autorisation de travaux, l'imposition de traitement des terres, de l'analyse des terres sera réalisée. Pour les anciennes, depuis le 6 octobre, l'information sera donnée à tous les demandeurs, les maîtres d'œuvre qui ont fait cette demande d'autorisation de travaux pour leur donner la conduite à tenir pour le travail. Comment vous contrôlerez qu'ils respectent le conduite à tenir? Il y a plusieurs types de contrôles. Les contrôles aléatoires par les services de l'État, notamment la directe. Après, les services communs n'ont pas capacité à une compétence à contrôler. Il est particulier, seulement. Concernant le risque, je reviens sur le risque de pas conduire. Pardon si je suis mal exprimé, mais c'était bien clair pour moi que le PPR, c'est un plan de prévention de l'estimation en termes d'urbanisme, est uniquement pour la montée des écoles de concours. Le PPRI n'est pas applicable sur la partie inondation par des eaux de ruissellement, des orages, et effectivement le dimensionnement de nos évaluations, de nos stations d'évaluation, peut-être trop faible, et avoir de montée des eaux peut disparaître à n'importe quel endroit de la métropole. Moi, dans mon entreprise, j'ai fait ça par pompier, j'ai fait de la barre pour le feu dans un endroit où il n'y a pas trop d'eau, où on avait juste une montée des eaux liée à l'orage qui a été très temporaire. Effectivement, notre stratégie d'intervention, notre stratégie de sauvegarde, c'est d'évacuer les personnes quand il n'y a pas encore d'eau, de le prévenir. Et sur la prévision des orages, en tant que tributaire, la prévision météo qui n'est pas complètement aboutie et qui va avoir une zone d'impact qui va être différente, peut-être 5 km pour prendre ces précautions. Et enfin, monsieur, oui, vous avez raison, mieux que ça tâche manque d'eau. Sur la question du manque d'eau, je ne suis pas sûre que soit moi je ne serais pas compétente pour répondre directement. Par contre, c'est une question, je ne suis pas sûre que ça soit arrivé jusque-là. Il y a des structures comme le SMIAG, c'est le syndicat des études d'aménagement de la Garonne, l'agence de l'eau à l'endroit. Il y a des structures que une réponse à apporter, je ne sais rien. Je ne sais pas si vous avez déjà sollicité là-dessus. Après, il y a la question derrière, il y a la question de la ressource totale disponible et il y a la question de la partage de la ressource. Donc, comment on fait partie entre l'usage industriel, l'usage domestique, l'usage agricole. Et là, c'est au-delà de la question de savoir s'il y aura assez d'eau pour les habitants de la métropole, c'est vraiment une question de partage, d'évolution des pratiques agricoles, d'usage industriel aussi. Donc, on est au niveau du débat de société de là sur les arbitrages en fait entre différents usages, en sachant que l'agriculture, on a besoin aussi, quelle orientation on nous donne, enfin, voilà, c'est beaucoup des grands débats, c'est vrai que c'est bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des pays où ils recyclent, ils retraitent 30 à 40, trop de ces mais ça que des solutions. Par contre, il y a eu une délibération à ce sujet, justement, l'autre jour, ils vont retraiter. On va passer on aura un dernier temps d'ouverture sur les risques à venir, vraiment plus prospectifs sur notamment ces questions liées aux canicules, sécheresse. Dans l'immédiat, on va s'intéresser maintenant aux acteurs de la prévention de la gestion des risques, savoir comment sont associés les entreprises, les établissements publics à ces questions de gestion et de prévention des risques. On devait poser une question qui était à la connaissance d'un plan d'action mis en place par votre employeur en cas de risque majeur. On a une large majorité de non. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de plan employeur, d'obligation pour l'employeur d'avoir un plan, ou est-ce que c'est parce que personne ne travaille chez parce que j'aime simplement la connaissance et puis voir qui sont les organismes publics associés à tout ce au niveau de l'État, des collectivités, des services de secours, etc., qui participent
concernant l'employeur, là, j'avais sur les 5 ans, sur les périmètres PPI, puisque là, il y a après, la police il n'y a pas de contrainte pour l'employeur face à risque majeur. Par contre, on va avoir des incitations sur des plans familiaux, notamment, de faire face à risque majeur, sur des plans qui seront plus dans l'information. Je crois que c'est dans le projet, j'anticipe sur le quatrième dans mon cas, mais à ma connaissance, pour un employé, l'employeur n'a pas d'imposition à prendre cette mesure. Par contre, on sait qu'on a un certain nombre d'organismes sur Toulouse, et d'ailleurs de toutes les villes, comme les entreprises de transport urbain, qui favorisent, qui sont des acteurs et des partenaires essentiels dans le cadre de la secours. Alors, j'avais des pays que j'ai évoqué tout à l'heure, en particulier l'intervention qui régisse l'intervention des secours en cas d'incident qui dépasse la crise d'incident industriel. Il y a l'obligation d'avoir un plan qui organise les secours dans tous les établissements en sport public. Donc, par conséquent, les employeurs, pour leurs employés, les élèves de ces écoles, fonctionnaires, c'est un peu. Voilà. Après, les acteurs qui œuvrent à la prévention, je l'ai expliqué tout à l'heure, en ma qualité de directrice d'action industrielle, je pilote l'activité des inspecteurs et des installations classées. Donc, ils œuvrent à la prévention des risques en inscrivant les gens en autorisation, la déclaration des incidents industriels. Ils œuvrent à la prévention également en inspectant ces sites. Ça peut être des inspections qui sont régies par les fréquences régulières, annuelles, triennales ou des inspections réactives parce qu'il y a eu un incident, parce qu'il y a une plainte, parce qu'il y a une conduite, parce qu'il y a des nuisances collectives, etc. Et d'ailleurs, l'inspection des installations classées, c'est pas juste l'usine avec peinture électrique qu'on imagine, c'est aussi les carrières, c'est aussi les installations de stockage de déchets, ce sont aussi les élevages de porc, évidemment, les élevages animaliers, avec beaucoup d'individus, d'animaux, j'ai des nuisances sonores, des nuisances fatigues, des rejets dans l'eau. Voilà, donc c'est ils sont acteurs de la prévention des risques industriels. Il y a aussi à la BEAD, au côté État, les inspecteurs et les soulages qui s'assurent de la bonne tenue de ces soulages, donc spécialistes, mais c'est sont aussi en prévention de risques générés par la dramatique. Question de l'association des acteurs locaux, des entreprises de transport public. On voit aujourd'hui à la TCO que la vie est complètement paralysée. Cette recommandation, est-ce que TCO a un plan pour... TCO a un plan, la recommandation de TCO est un soutien pour nous. Alors, au quotidien, lorsqu'on a un sinistre, je me souviens, le logement à faire, l'hébergement d'urgence, TCO intervient dans les bus qui servent à la fois au début de petit abri qui permet aux personnes de s'asseoir et d'être au chaud, et ensuite de les transporter vers un site plus adapté. TCO aussi, on est en train de travailler avec eux sur des zones de regroupement d'orientation lorsqu'on aura des évacuations de masse à faire. On a 2 parties relais qui sont bien adaptées, c'est bon, et là, c'est pas beau. Voilà, il y a un certain nombre de choses que l'on fait avec eux, c'est de faire un petit numéro 600 plats. J'arrête le métro en cas d'inondation à partir de telle hauteur d'eau, j'arrête telle ligne, c'est des choses qui sont prévues.
je disais que j'avais des souvenirs des heures qui ont suivi la petite dans la ZF, et comme tout le monde s'est dit il faut que je rentre chez moi, il s'est passé quelque chose, on a vu que cet enjeu de la logistique en cas d'événement majeur, c'est quelque chose d'assez critique. La panique, plus et la loi de Murphy, qui est la loi de la région maximum. Parce que le dépôt de l'Angla est une face à ZF, et on est bien pour le repasser en nuit, et il y a pas de théorie, il y a pas de théorie. Donc après, moi, j'ai utilisé les moyens de tisser pour évacuer les victimes, on ne pouvait pas les utiliser, enfin, chez eux, ça c'est clair. Il y a une question encore ? La question, c'est sur le sur-air. En fait, on voit des choses très disparates comme la gestion technologique. D'un côté, le risque d'inondation, typiquement Arlengo, SSIPE, l'inondation, et un risque technologique. Donc, même, on peut parler de Tissot, qui est juste de l'autre côté de la route. Si on regarde les crues de 1875, l'eau est allée jusqu'à l'hôpital Marchand, même si ce n'est pas pris en compte dans le PRI, puisque le PRI fait la pathologisation informatique, ne va pas jusqu'au même niveau de crue qu'il y a eu en 1875. Prenons le cas inondation. Le cas inondation va toucher directement Arlengo, qui est sur l'île du Ramier, plus les ronds-points périphériques qui sont en bord de Garonne. Donc, comment les plans sur Aléa, puisque le plan d'évacuation d'Arlengo, comment il peut fonctionner dans ces cas-là? C'est-à-dire qu'on est assez fort d'avoir des plans isolés, mais quand on cumule les risques, comme c'est le cas d'inondation, comme avoir un site cellulose seul haut dans le lit de la Garonne, moi j'aime Croix-de-Pierre, on connaît bien, parce qu'on a les balastières plus haut, bon ça c'est un risque historique, mais on a le risque d'inondation, on a les digues où on dit s'il y a inondation, les digues protégeront, donc maintenant on fait des immeubles avec des niveaux de sous-sol juste derrière les digues, avec des dérogations études d'impact environnemental par les équipes de la PAN. Donc voilà, on a un nombre de risques qui se cumulent et on a l'impression d'un îlotage, c'est-à-dire d'un côté le risque écologique est géré, de l'autre côté l'inondation, mais l'impact de risque d'inondation sur le plan d'évacuation par exemple de l'Arlengo, on a beaucoup de doutes. Comment les acteurs se préparent à la loi de Murphy, puisque l'administration travaille ainsi, la loi dans le sens. Là, c'est plutôt un effet domino que la loi de Murphy. Alors, au début de votre question, puisque c'est la collectivité qui est en charge de l'alerte, effectivement, dans le plan inondation communale, ces éléments sont pris en compte avec des hauteurs d'eau qui vont demander l'alerte de Arial Group, CSNPE, qui vont demander l'alerte du casino barrière à la fermeture du Ramier et la pose de bâtard d'eau sur l'échangeur d'Avalo, voire la fermeture de l'échangeur d'Avalo, avec une limitation de la circulation pour éviter que des voitures accélèrent dans l'eau et dans l'environnement sur la cerne. Ça, c'est la partie mise en œuvre des mesures au fur et à mesure de la montée des eaux. Après, une fois que l'alerte est passée, je passe à la parole à Sarah, parce que ça, c'est le même méthode de prévision. C'est large que tu c'est comme ça. Alors, vous avez raison, aujourd'hui, tout ce qui est la nécessité de mieux prendre en charge, de mieux considérer, de mieux appréhender, etc. L'impact des risques naturels sur les sites industriels, c'est quelque chose qui fait déjà l'objet d'études et qui est déjà pris en compte, ça s'appelle l'INATEC, interaction naturelle technologique. Typiquement, on va s'attacher à vérifier, je parle de la transmission des installations classées, que les sites industriels, on va superposer des cartographies qui mettent en évidence les crues avec une certaine précision.
va regarder si dans ces flux, mon vocabulaire est un petit peu approximatif, mais dans le livre, c'est pas dans la zone, tout simplement, on a la présence de sites industriels. Et donc évidemment, on va regarder les priorités sur les sites CB2CO, les sites CB2CA, des bâtiments d'organisation qui présentent un certain nombre d'enjeux. Alors après, il ne faut pas croire que les industriels, ils attendent gentiment que l'État super de carte, les industriels, c'est comme notamment quelqu'un qui est sur sa maison, en connaissance des aléas qui existent sur la zone sur laquelle il s'installe et il a tout intérêt à mettre, à élaborer ses process, construire ses bâtiments avec ses connaissances en fonction de Bonsoir à tous, je m'appelle Paolo Crivellani, je suis maître de conférence en sociologie à l'Université conservative. Je m'occupe depuis quelques années de sociologie pour risque industriel. Et je voulais vous poser la question suivante. Quelle est la place du citoyen dans la gestion et la prévention de risques? Les collègues ont montré très bien, je pense, que le citoyen ne peut pas être le récepteur passif uniquement d'une communication unilatérale, émetteur récepteur. Mais le citoyen, le riverain, auquel incombe le risque finalement, qui perçoit le risque et qui doit faire un acte de risque, a sa place dans un dispositif de participation, etc. Donc, je voudrais savoir un petit peu quelque chose, si vous pouvez penser quelques mots de plus sur la question de la co-construction du citoyen, de la place du citoyen dans tout ça. Et je vous pose la question aussi parce que je l'ai inquiété pendant quelques années, j'ai fait des enquêtes de terrain sur un site pétrochimique à l'Italie, donc mon pays d'origine, dans la commune de Venise, où il y a un dispositif magnifique qui s'appelle le CIMAGE, pour la prévention et la gestion du risque industriel, qui est inédit partout ailleurs en Europe, et les citoyens n'en savent absolument rien. Donc voilà, quelle est la place du citoyen? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des évolutions concernant la place du citoyen dans les dispositifs de gestion et de prévention des risques, notamment les risques industriels d'accidents dangereux? Merci. Deux autres questions. Oui, Alain Guerre, France Nature, on va prendre du Pyrénées. Lors d'AZF, effectivement, je vais entendre parler des ballastières. Et j'avais compris à l'époque que tant qu'il y avait de l'eau pour les inonder, c'était sans risque. Alors, toutes les ballastières avec les sécheresses qui nous attendent. Si, est-ce que j'annonce là est crédible vis-à-vis des ballastières sans danger s'ils sont inondés? Je suis plus sur le point. Effectivement, oui, parfois. Merci beaucoup. Ma question a fait l'emplissage naturel en cours d'avenir, qui ne sont pas du tout pris en compte dans les PCS, que ce soit la problématique d'eau, la problématique de chaleur, de l'orage, on a un peu parlé, il peut y avoir encore plein d'autres. La problématique alimentaire aussi, qui est pris en compte dans certains PCS qu'en France on n'a pas, et qui tend à devenir de plus en plus probable. Et je reviens aussi sur la question de monsieur le sociologue. Comment ces débats sur des phénomènes de société majeurs à venir prennent en compte l'ensemble des acteurs, y compris les citoyens. Je pense que deux choses. Si, je crois qu'on a plusieurs questions. Vous avez lancé le quatrième round avec cette question de comment on informe les populations, par quel dispositif et comment les personnes qui souhaitent se renseigner peuvent se renseigner et devenir acteurs de la prévention, de la prévention des risques. Là, on parle de l'information en amont de crise. C'est vrai que ça reste un progrès important. C'est fondamental en fait, que la population soit bien informée, elle est dans un petit peu de chance en ce moment. Moi, je suis en Anjou, donc j'ai grandi pas loin de la Loire. La Loire, c'est aussi qui connaît pas mal d'épisodes d'inondation et qui peuvent être très
peut être très, très important, je dirais, pour les dégâts. Et dans les lois, il se trouve que les élus regrettaient que la culture de l'inondation, je ne sais pas comment le dire, en tout cas, c'était perdu au fil du temps, c'est-à-dire que les personnes les plus anciens avaient le souvenir de cette inondation, d'avoir mis les pieds dans l'eau, et que les plus jeunes générations ont tapé des vieilles enduits au bord de la voie sans vraiment être complètement conscients. Ils sont informés, on achète une maison, on est informé, on dit qu'ils sont vraiment conscients de ce que c'est qu'une inondation. Et donc, effectivement, c'est fondamental d'être bien informé, c'est un axe de progrès important qui a été identifié par la précédente ministre de la transition écologique Barbara Pompili, qui avait mandaté une mission sur l'information du public. Je ne sais pas si vous avez ça, tu vois, la mission frais de courant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'émission de Fred Kijani, c'est pas sorcier, donc un des deux s'appelle Fred, et il a été désigné comme journaliste, personne qualifiée pour coordonner l'élaboration de ce rapport. Et donc, dans ce rapport, il y a un certain nombre de recommandations qui visent à accroître l'information des citoyens sur les risques naturels, mais également les risques industriels. Et il a été, une des évolutions qu'on peut quand même souligner, c'est qu'il a été décidé de mettre en place une journée de la résilience, qui a été le 13 octobre, je me rappelle, c'est et qui permet de mettre localement, de mettre en place des petites actions pour tenir informés les citoyens, pas seulement les riverains des sites, le citoyen lambda, de ce que c'est qu'une inondation, un accident, quel conflit à tenir, on teste les sirènes lors de cette journée, on a été testé dans le cas, alors je ne sais pas dire autour de quel site. J'aurais dû regarder ça. Dans le cadre de l'Aveyron, il a été testé le dispositif FR Alert pour cette journée de la conférence. FR Alert, c'est le fait de. Voilà, en cas d'accident, en cas de crise, j'imagine que ça marche aussi pour les inondations, etc. En tout cas pour les crises municipales industrielles, en cas d'incident, on va envoyer des SMS massivement à tous les téléphones qui sont couverts pour prévenir de la situation de la communication. Donc cette journée, elle permet de porter ce type d'action et d'accroître autant qu'on le peut la connaissance citoyenne sur les risques. La présentation s'est faite en 2022. Oui, effectivement, le 13 octobre, c'est la journée internationale, c'est le 13 octobre. Par contre, là, ouais, on a quelques tableaux qui montrent différentes possibilités d'information. Je suis complètement d'accord avec monsieur, c'est que cette information est pour l'instant très récente et assez peu participative. Alors, on essaie de solliciter, de faire jouer le citoyen, c'est pas grave. Le citoyen acteur de la sécurité civile, c'est un jeu pieux de la loi de 2004. Il y a des actions qui se mettent en place où on fait participer le citoyen. Nous, on s'est lancé à l'occasion, vous avez fait référence à la diffusion sur la 15, dans le cadre des 150 ans de la rue, on lance un projet pour pouvoir mettre le citoyen comme acteur dans le cadre d'entraînement, d'abord entraînement de taille modeste, pour après essayer de faire l'exercice en faisant participer le citoyen, en écoutant ce qu'il a à dire, ses propositions. Mais effectivement, là, il y a une grosse marge de progrès de faire une information partagée et non pas descendante. Et cette information partagée, même quand on essaye de lancer des choses un petit peu nouvelles, on a demandé des étudiants de faire des réels sur Insta pour pouvoir définir comment mieux s'alerter, comment mieux se connecter. On reste quand même très descendant. Ça doit être un réseau social, ça reste très très descendant. Et cette notion de partage, on a du mal à la développer. Et on a effectivement des réseaux sociaux, on a des sites. Vous parlez de PCS dans lesquels ils ne sont pas pris en compte de certains nombres de risques. Par contre, le risque de vague de chaleur est pris en compte dans le plan communal de sauvegarde. Le risque d'orage est aussi pris en compte dans le plan communal de sauvegarde, mais il n'est pas pris en compte dans le plan d'urbanisme, ça sert. Le sanitaire était aussi pris en compte dans le plan communal de sauvegarde. La figure de boîte à outils
où je vais retrouver un petit peu est-ce que j'ai besoin pour monter ma réaction. Mais pour autant, j'en reviens à ça, le citoyen acteur, alors est-ce que c'est parce que notre mode d'éducation a fait, notre mode d'instruction a fait qu'on est consommateur d'informations et non pas acteur de sécurité civile, et il faut que je la donne, que tout le monde s'y prépare. En termes d'information, de plus en plus du citoyen, en fonction qu'on a deux niveaux, c'est-à-dire on a le niveau information, et là on part quand même de très très loin, puisqu'on part de avant Tchernobyl et le fait que personne n'était informé de rien. Donc, depuis, il y a eu des progrès petit à petit. La loi 87 qui a obligé, qui a donné un droit aux citoyens à être informés, ce qui était déjà mieux que ce qu'il y avait avant. Et puis, après la loi 2003, suite à l'ADR, justement, qui met en place des dispositifs d'information. Donc, le fait que quand on loue un logement dans une zone à risque, alors, avec certains cas, il faut qu'il y ait PPR, il faut qu'il y ait eu des classements de catastrophes naturelles, mais on doit être informé. Quand on achète, on doit être informé. Quand on est dans une commune dans laquelle il y a une prévention des risques, le maire doit, tous les 2 ans, mettre en place une information. Il y a eu des progrès au fil du temps. Maintenant, effectivement, on voit bien qu'il y a des trous dans la raquette à différents niveaux, parce que quand on fait des enquêtes auprès des gens qui habitent, par exemple, dans les zones inondables, on en a la moitié, voire plus, qui disent « moi, je suis pas au courant ». Et c'est vraiment classique quand il y a eu une inondation, par exemple, les gens disent « on m'avait pas prévenu ». Alors, je me pose toujours la question de savoir quelle est la part réellement de non-information, quelle est la part aussi de j'ai pas eu envie de creuser la question et on l'a dit, mais j'ai vite oublié, mais peut-être aussi, dans certains cas, un petit peu ça. Donc, j'en sais rien. Et après, je pense qu'il y a une autre dimension qui est la participation des citoyens à la prise de décision. Ça, c'est encore autre chose. Et là, on a en fait des dispositifs de concertation, c'est-à-dire que par exemple, quand on fait un plan de prévention des risques, il y a une enquête publique, donc on demande aux citoyens quelle est leur opinion. Par contre, il n'y a pas de prise de décision collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un débat ou une instance décisionnelle qui consisterait à dire ok, on fait le choix à tel endroit, on ne va pas construire, par contre ici on va construire, mais collectivement, en tant que communauté, on accepte de construire ici, mais on accepte aussi d'assumer les conséquences. On n'est pas du tout sur ce genre de fonctionnement. Donc c'est vrai que là, il y a des questions de philosophie politique, je veux dire, pour savoir est-ce qu'on associe les gens, à quel niveau on les associe, etc. Il y a dans certains pays des modèles qui sont un petit peu différents, ou par exemple, si vous allez en Suisse, l'équivalent du plan de prévention des risques est monté par la commune, et non par l'État. Bon, en France, l'État fait le choix pour des raisons de sécurité de garder la main sur ce genre de dispositif. Ça veut dire que c'est un choix politico-administratif. En fait, c'est pas une obligation, et c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Et voilà, quelle est la place du citoyen là-dedans? Elle est essentiellement au bout d'une information descendante, effectivement, et dans le cadre de la prise de décision. J'ai envie de dire que le fait qu'il n'y ait pas d'arène vraiment de discussion de prise de décision fait que, du coup, ça passe un peu par la marge. Donc, si vous êtes dans une petite commune et que votre parcelle elle doit être classée de façon qui ne vous convient pas dans le BPR, vous allez essayer de faire pression sur le maire, en lui demandant lui-même de faire pression naturellement sur le service de l'État pour voir si des fois vous ne conviennent pas les communautés. Je ne sais pas si ça a marché, mais en tout cas, ça génère le fait qu'il n'y ait pas d'instance de discussion réelle et de prise de décision, des tentatives de contournement. Voilà, on a montré sur 2 niveaux différents là, et c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu codifié, mais pas encore tout à fait pertinent, et l'autre qui est une zone un peu qui n'existe pas. Bonsoir, Pierre Cambon. Je suis un ancien métropole, je travaille à Lyon. C'est sur l'aspect socio-politique que vous avez évoqué que je souhaiterais établir. D'abord, un témoignage. Je suis témoin que les plans de prévention en cas de crise sont extrêmement performants. À savoir que tous les cadres de la ville dont je faisais partie ont participé beaucoup à des simulations de montée de la Garonne, enfin bon, c'est assez. Mais c'est extrêmement
révélateur que les crises, on sait, lorsqu'il y a crise, on sait y faire face. On l'a vu, même sur la ZF, même si c'était complètement aléatoire, il y a eu des réactions et une prise en compte de la situation tout à fait aléatoire. En revanche, et là j'en viens à l'information et la participation, mais déjà l'information, il faudrait qu'elle soit de l'information, pas de la manipulation. Si on regarde les chiffres, le risque majeur à Toulouse, c'est de circuler à vélo. Si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que ne sont pas classés à risque majeur à la pollution, alors qu'elle fait infiniment plus de morts chaque année à Toulouse que à ZF, etc., etc. Donc, je pense que pour avoir, je parle, on échange en philosophie, c'est plutôt philosophique, parce qu'on fait tant que personne dans ces fonctions, puisque j'ai été, je crois que la première chose, c'est de rendre crédible et incontestable, d'une part, la notion de risque. Est-ce que la pollution est un risque? Ben non, ça n'est plus un. Ça n'est plus un, on sait que l'on va se faire un truc pourri, et donc on a sorti les risques. Moi, ça m'interpelle. Donc, en fait, peut-être que c'est pas un risque parce que c'est une certitude. Pour nommer les avions, c'est pareil. C'est une espèce de bruit qui nous rend rageux, mais c'est pas un risque, c'est une certitude. Donc, effectivement, dans le plan d'urbanisme, on fait des choses, on fait la ZFE pour la pollution de bagnole, on fait la zone de bruit de l'aéroport, mais est-ce que ça ne serait pas à prendre dans la notion de risque par le pouvoir public et une vraie, comment dire, pas une acceptation, un refus de ces choses. Si on regarde ce qui est classé dans les risques, le retrait des argiles, pour moi c'est un risque financier. Les maisons ne tombent pas toujours dans le même parce que par contre la maison elle est naze, il faut complètement. Donc c'est un risque financier. Est-ce qu'il faut aider les propriétaires comment? Mais c'est pas un risque majeur. Le retrait des argiles n'a jamais fait tomber une maison sur la tête de quelqu'un dans l'année. Donc qu'est-ce que ça fait dans les risques majeurs? Est-ce que c'est pas une manière de gérer l'espoir? Donc je soumets toutes ces choses au débat et je pense que dans l'avenir, si on peut s'améliorer, parce qu'effectivement, comme vous venez de le souligner, la marge d'amélioration et l'implication du public dans ces sujets essentiels, je crois qu'il faut parler vrai. Par contre, ça, c'est politique, c'est pas vous dans vos attributions qui pouvez donner le but à la fourmilière. Mais c'est le lieu, ici, je crois, de soulever ces questions. Alors, le dernier point que je voudrais souligner, quand même, c'est l'implication des services publics dans les catastrophes majeures. Écoutez, on a vu que les services publics, que ce soit au Covid, que ce soit pour le Covid, que ce soit pour AZF, que ce soit pour l'aide aux inondations qui ont eu lieu dans l'Eure, etc., les services publics se sont mobilisés d'une façon remarquable, ont amené des solutions et de l'aide, n'ont rien demandé en termes de rémunération, et ça ne peut pas s'externaliser, ça ne peut pas se faire pour l'étude, et si le service public diminue, et cette aide en cas d'aléas et de difficultés, on l'aura. Oui, moi il y a 5 ans, je connaissais rien des risques ou des documents d'urbanisme, etc. Et je suis réseau de comité de quartier Croix-Pierre depuis 5 ans, et du coup j'ai découvert ce que c'est qu'un dossier cas par cas, une dérogation à l'étude d'impact environnemental, et surtout le côté non contradictoire de la valorisation des dérogations d'études d'impact environnemental. Donc je connais très bien un immobilier qui m'a
continuer à discuter, on va continuer à discuter sur le risque d'inondation, qui sont des équipes de risque d'inondation sur place, mais pas de l'impact avant, puisque si on rajoute une butte, on fait monter l'eau en avant. Donc ce risque, le promoteur n'a rien à faire, puisque ça ne concerne pas sa parcelle. Donc, une façon d'impliquer le public, c'est déjà que ces études d'impact, ces dossiers cas par cas, ces dérogations à l'étude d'impact, ça puisse devenir contradictoire, donner l'occasion aux citoyens d'intervenir à ces moments-là, puisque justement le promoteur ou la personne intéressée financièrement à développer le projet a payé une structure pour fournir un dossier pour aller dans son point de vue. Alors on comprend bien que l'État fait le maximum et que les services étudient de façon très sérieuse ces dossiers, mais vu le nombre et vu le contenu, il peut y avoir la façon d'intéresser les citoyens, c'est déjà qu'à ces niveaux-là, on n'ait pas l'impression d'être contourné à tout bout de champ sur les projets. Donc c'est vraiment, moi je vous propose déjà que quand il y a des dossiers cas par cas, des dérogations, des études d'impact, il y a un cas que je peux citer, puisqu'il est futur, c'est le déménagement des déchetteries sur l'île du Rami, qui va passer d'un IGF de 140 à un IGF 138 dans le Rhône, et Décosset n'a aucune intention de faire une enquête publique, de faire une étude d'impact. Les DDS sont des déchets ménagers spécifiques qui sont interdits à l'heure actuelle dans l'île du Rami et sont prévus d'être acceptés dans l'autre. Pareil, il y aura-t-il une étude d'impact, et si le citoyen en fait est contourné, n'a pas son mot à dire, on comprend bien que c'est difficile de faire des choix. Mais si on est contourné dans ces dossiers, inutile de dire qu'on ne croit plus au risque. Et la dernière chose, c'est le risque d'inondation à Toulouse. Quartier Croix-Pierre, on a tout le bras inférieur de la Garonne, les gens ne croient plus au risque. En plus, le bras inférieur, il a un truc bizarre, il est 3 mètres en dessous du bras supérieur, je pense. On a des effets de crue extrêmement rapides, on a tout à coup, quand ça passe le barrage du Rami, on prend en 2 mètres. Et les gens, ils ont l'impression que le jour passe, ils n'y croient pas. Donc il faut vraiment que quand il y a des études d'impact, quand il y a ces choses-là, ça soit fait de façon transparente, que les études des promoteurs soient publiques, soient partagées, et que ça serve de façon pédagogique à comprendre pourquoi on donne une dérogation ou pas sur certains projets. On a eu 2 interventions qui n'étaient pas vraiment des questions. Je ne sais pas si vous souhaitez rebondir ou apporter des compléments à ce qui vient d'être dit. Moi, juste sur la fin de votre intervention et sur l'inondation, je ne vais pas intervenir sur les études d'impact, sur l'anticipation, sur la peur de contradictoire. Par contre, on a besoin de vous dans le cadre là. Comment la participation, le montage des plans, aux essais des plans, et vous êtes président du comité de quartier. C'est de vous qu'on a besoin, quand on parlait tout à l'heure du citoyen acteur de la sécurité civile, c'est de vous qu'on a besoin pour tester vos organisations qui sont parfois sorties de la tête de plusieurs intervenants qui ne sont pas forcément adaptés. Et effectivement, c'est là-dessus que moi j'ai la compétence pour vous en parler, pour juger. Je n'ai pas la compétence de l'étude d'impact du contradictoire. Le 13 octobre prochain, on va organiser une présentation pour tous les comités de quartier et une fois d'intervention privée. Merci d'organiser ça. On viendra avec plaisir. Mais le 13 octobre prochain, effectivement, on organise un forum sur les risques majeurs. Et puis pour la commémoration des 150 ans de la crue de 1875, on veut monter un truc un peu costaud sur 3 axes. Sur l'axe effectivement du risque, la communication sur le risque, sur l'axe aussi historique et l'axe culturel. Tous les ans, on a un rio locaux qui est au bord de la Garonne. Un rio locaux, c'est le fleuve fou. Hein. Et en 1875, c'était bien en juin qu'on a eu cette montée des eaux. Donc on va travailler sur tout ça. On a besoin de temps, on a besoin d'énergie, mais on essaye de faire. On va passer au dernier rang. Il y en a
suis désolé, mais si on veut tenir un timing et on doit rendre la salle dans un petit quart d'heure. J'ai posé une question il y a une demi-heure. J'attendais. Alors, sur l'information de population, c'est ça? Oui. Alors, on va présenter une diapo qu'on va vous mettre peut-être avec des liens, il y a plusieurs diapos. Alors, il y a plusieurs diapos sur l'info des populations. Effectivement, il y a un document officiel, le document réglementaire avec le DICRI, le document d'information communale sur le risque majeur. Je vous avoue, 50 pages, c'est compliqué. Par contre, on a essayé d'en faire une synthèse sur une quinzaine de pages, c'est déjà beaucoup. On fait des dépliants, on fait des informations là-dessus, donc je dis bon, ce sont les équipes que j'ai la chance d'encadrer qui bossent bien là-dessus. On a des plaquettes, on essaye d'aller pas assez souvent, parce qu'on n'a pas assez de gros contact, et on n'a pas cet échange de communication, on est très descendant. Par contre, moi j'ai un message à faire passer, c'est qu'on a un système d'alerte en masse qui fonctionne très bien, qui alerte très bien, à condition qu'on s'inscrive dessus, sur toutes ces coordonnées, pour avoir tous les vecteurs d'information. Voilà, je viens complètement encadré par le RGPD, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui sera communiqué, et on peut faire passer facilement, rapidement, des informations pour protéger les populations. Voilà, c'est un peu ma pub là, de mon système d'alerte en masse pour faire ça, pour qu'on puisse arriver à être meilleur dans l'alerte des populations. Juste rapidement, il y a un site internet incontournable quand on souhaite s'informer sur les risques majeurs, c'est géorisque.fr. C'est une ligne d'information. Vous pouvez rentrer son adresse. Rentrer son adresse, voir les sites, les installations précises par rapport à son environnement qui entourent notre adresse, on peut faire retourner un petit déjà. Et c'est vraiment une information. Après, je n'ai pas répondu sur les balastières, parce que je ne vais pas rentrer dans les dossiers en particulier sur la défense, sur les études d'impact, le cas par cas, effectivement, il peut affranchir, mais il faut aussi réclamer une étude d'impact pour que la procédure ne semble pas la réclamer. Donc il y a aussi les deux versants en fait. Mais j'entends le propos sur la concertation. Voilà, lancer ce qui me rend sur la question ici de peut-être un peu plus, de réflexion plus prospective. On l'a vu l'été dernier notamment, le dérèglement climatique se fait sentir de plus en plus. Il y a ce risque de canicule qui est de plus en plus identifié, à la fois pour les dégâts qu'il provoque sur les corps, mais aussi à partir de certaines températures, sur les infrastructures de communication, du transport, l'énergie, qui sont vulnérables à ces aléas-là. Avec le dérèglement climatique, une augmentation des précipitations, on a vu, je crois, des images assez récentes d'une tornade dans la Creuse ou quelque chose comme ça, qui a rasé un certain nombre de fermes. Donc, comment on fait pour se projeter? On disait tout à l'heure, on se base sur des statistiques, on fait de la probabilité. Alors, comment on fait de la probabilité de risque à partir de modèles qui lui-même rechangent? Et comment on fait pour anticiper ces problèmes-là, ces vulnérabilités-là? Est-ce que là, on est dans la discussion, on ne parle pas pour. Moi, je fais pas la probabilité des risques sur comment va devenir notre planète à la 50 ans à venir. Ce que je vois ça, pourquoi je dis ça, c'est que les phénomènes sont de plus en plus violents. Les phénomènes naturels sont de plus en plus violents. On a des vitesses de vent plus fortes. Sur la partie incendie de végétaux, alors que le feu de forêt était limité au passage méditerranéen il y a encore 20 ans, aujourd'hui, la France est soumise au risque d'incendie, de culture, de végétaux. On a aussi effectivement ces vagues de chaleur, de forte chaleur, qui se reproduisent, qui vont nous amener à changer nos comportements peut-être du quotidien durant l'été. De comportement
C'est-à-dire quand on a un mois de juillet de la fin d'août, est-ce qu'il est raisonnable que les horaires des écoles soient aussi l'après-midi? Voilà, c'est un nombre. On a besoin de prendre ça en compte à bras le corps. Ça dépasse largement et mes prérogatives et mes compétences, mais on fait à petite échelle, comme le petit colibri, nos travaux pour alerter les populations fragiles. On travaille avec la partie sociale, la DSS, pour essayer de prendre en compte tout ce qu'on a pu prendre en compte. C'est servi. Et parce que ça nous sert de la crise Covid qui nous a donné une petite mise à jour de nos répertoires, de nos bases de données sur les populations fragiles. Voilà, c'est des petites choses qu'on met en place, sur lesquelles on lutte, et voilà, je crois qu'on n'a pas fini de lutter contre ces phénomènes. Dans le monde universitaire ou dans la salle d'État, est-ce qu'il y a de travail prospectif, de réflexion sur l'évolution de la situation dans les décennies à venir? Avant d'arriver à la prospective, nous avons de dire que des outils qui auraient pu permettre aussi de ne pas se retrouver dans des situations de risque fort, ils ont existé depuis longtemps, c'est-à-dire que le plan de surface submersible, par exemple, c'est un outil qui date de 1935. Et à Toulouse, entre les années 50 et 2011, date d'approbation du PPR, c'était le seul outil disponible. Et donc c'était un document qui datait des années 50. Donc on avait, depuis les années 50, un plan qui disait grosso modo quels étaient les espaces submersibles, donc par les grands cours d'eau, mais en l'occurrence à Toulouse ça existait, qui identifiait les endroits où il aurait mieux valu ne pas construire. Donc il y a un quoi, on a construit quand même. Voilà, c'est aussi ce qu'on paye aujourd'hui. Donc quelque part, déjà si on arrive à bien gérer les risques d'aujourd'hui, je pense qu'on se prémunit. Alors ça ne suffit pas, bien sûr, il faut anticiper sur la suite. Bon, je ne suis pas spécialiste de ces sujets-là, mais j'allais dire, si déjà on arrivait à gérer correctement les risques d'aujourd'hui, notamment je parle en termes d'aménagement et d'urbanisme, en fait, parce qu'il y a une énorme inertie des espaces urbains, et ce qu'on paye aujourd'hui, c'est ce qu'on a construit depuis des siècles, et surtout depuis 70 ans. Donc c'est là qu'il y a des gros enjeux de savoir comment on adapte l'existant et comment effectivement on anticipe la suite. Après, c'est quand même très compliqué de savoir identifier, par exemple, en termes de zones inondables, qu'est-ce qui va être inondable dans le futur et pas aujourd'hui. Bon, si on se base déjà sur des crues centenaires, je dirais qu'on a déjà un niveau de protection qui est quand même pas mal. À la pratique, on construit dans les espaces inondables par les crues centenaires. On construit avec des conditions, en contraignant l'aménagement, etc. En fait, c'est aussi qu'on ne construit plus du tout dans les zones inondables par les crues centenaires. Il faut que la population augmente en France. Voilà. On a fait le choix politique, en quelque sorte, d'accepter de construire dans les zones inondables là où le risque n'est pas trop fort. Est-ce que, effectivement, ce qui est aujourd'hui une zone bleue du PPR, aléa moyen et constructible sous condition, est-ce que ça va devenir une zone rouge plus tard? Moi, je n'ai pas la capacité de le dire. Mais c'est vrai que si déjà on arrivait à gérer bien. Donc, en termes de gestion de crise, ça a été dit, c'est vrai que la gestion de crise, elle fonctionne très bien. Et en termes notamment d'aménagement du territoire, etc., si on arrivait déjà à prendre ça en compte, on en est aujourd'hui, après les catastrophes, à devoir racheter des maisons pour les détruire, parce qu'on se rend compte qu'elles sont trop exposées et que voilà, il faut les supprimer. Ça s'est fait beaucoup après la crise de 2018 dans l'Aude, par exemple. Voilà, on en est là pour essayer de rattraper les erreurs qui ont été faites dans le passé, là, et ça fait aujourd'hui à devoir arrêter des maisons. Voilà, si les gens ne peuvent pas se mettre au niveau d'aujourd'hui, ça serait déjà aujourd'hui. Merci Lambert, Béliac, et pour moi, par rapport justement à la politique de la ville et de la métropole, et une question personnellement pour vous, M. Chevet. Sous l'angle du PDI, le plan d'établissement urbain, avant qu'il soit annulé, la métropole promouvait une politique qui avait vocation à augmenter les émissions de gaz à effet de serre de 9% entre 2015 et 2030, et à augmenter la circulation automobile de 6% sur cette même période. Donc on voit que l'intention de la métropole, ça a longtemps été, je pense que c'est encore aujourd'hui, d'aggraver le réchauffement climatique, d'aggraver les vagues de chaleur, l'assèchement des cours d'eau, le provisionnement d'électricité, c'est un risque qu'on n'a pas évoqué,
Un autre risque qui a été évoqué, c'est par rapport à notamment l'augmentation de la dépendance à la voiture, la dépendance aux ressources non renouvelables, la dépendance aux pays producteurs d'énergie fossile. Par ailleurs, à citer l'usage d'un mode de déplacement qui coûte plusieurs dizaines de centimes par kilomètre parcouru, parce que c'est susceptible aussi de créer des risques de, je dirais, une révolte sociale, et si c'est un débat qui n'a pas été abordé. Donc, deux questions pour vous. La première, qu'est-ce que ça fait finalement pour vous d'être un peu un pompier dans une ville pyromane? Et deux, en tant que technique, il semble être de votre devoir d'alerter les élus qui sont au-dessus de vous sur le fait que leur politique n'est pas entreprise, sur le fait que leur politique augmente les risques. Est-ce que vous osez leur dire ce qu'ils font si mal, et si vous ne le faites pas, si vous n'avez pas ce courage, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors, je vais vous répondre sur la première. Ça fait 35 ans que je suis officier sapeur-pompier. Je suis un des premiers officiers sur la ZF. Donc, oui, je suis un pompier. Je ne sais pas si ma vie est pyromane, mais oui, je suis un sapeur-pompier, je suis fier. La deuxième réponse, c'est que les relations que j'ai avec et les élus de tutelle et mes directeurs sont des relations, par la côté, je ne vous les verrai pas ici. Donc, je ne me prépare pas la vie perso parce qu'il y a des relations assez peu, je suis pas la compétence là-dessus. Bien sûr que non, monsieur, je suis un fonctionnaire, j'ai un groupe de réserve. Et vous pouvez vous exprimer, vous pouvez être véhément vis-à-vis de moi. Je reste sur ma position, de fonctionnaire, comme je disais encore, je suis sapeur-pompier. Je ne sais pas si ma vie est romane. J'étais sapeur-pompier pendant des jours et des nuits dans une étude classée. Voilà, c'était comme ça, c'est mon job. Aujourd'hui, les relations que j'ai avec les élus et les météorologues, je les garde. Très bien. Une autre question. Juste sur ce sujet précis. Je pense qu'il y a une confusion absolue entre les politiques et les administratifs. Les politiques sont totalement responsables de tout ce que tu viens de décrire. Les administratifs, qui sont leur art, c'est de fonctionner dans une certaine limite en référence aux indications politiques qui sont données par leurs élus. Donc, l'attaque sur un fonctionnaire. Et oui, c'est comme ça que ça a été attaqué. Pardon, je clarifie, ça doit être ça du tout, c'était vraiment. Et il ne peut pas répondre. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas répondre, il est fonctionnaire. Donc, je pense que c'est un débat comme vous dites, qui est élu, mais bon, on va aller à l'opposition. Mais si on avait. C'est à eux que s'adressent ces questions que je pousse vers 5%. Oui, oui. Bonne question. Bah écoute, qui commence par pas camoufler les outils, déjà. Il nous reste 3 minutes, alors vraiment, je vous demande d'être concis. Il y a 2 minutes en retard, oui. Je suis un peu à l'initiative de cette réunion, et cette réunion, c'est justement pour débat sur ce qui a été évoqué, en particulier sur l'information, sur la participation citoyenne. Moi, ce que je dois faire, merci les intervenants des venus, ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe, et ils sont plutôt à l'action et à la manœuvre là-dessus. Donc, bien sûr, ils entendent, je pense, ce qui a été dit par les uns et par les autres, mais je crois qu'il faut aussi garder un certain respect, et en tout cas, moi, je souhaite chaleureusement les remercier de cette participation et de ces informations et de ces échanges. Après, à nous aussi, au niveau du collège, derrière, comme on fait généralement, on sort un petit document avec des questions, avec peut-être aussi des propositions, parce qu'on est beaucoup dans l'interpellation par rapport à monsieur qui a fait aussi des propositions, disant voilà comment concrètement organiser cette concertation, sachant que des concertations, il y en a beaucoup, que les moyens des services publics sont aussi limités, et donc voilà, comment on fait aussi avec ces concertations. Voilà, je souhaitais juste dire ça, et vraiment vous remercier aussi au public, parce que c'est très actif toutes ces questions. Je vous repasse la parole. Il nous reste 1 minute et 5 doigts levés. Je vais passer je vais passer le micro à la dame qui n'a pas encore pris la parole ce soir. J'ai juste une réflexion concernant la digue et maintenant de la digue. On dit qu'on n'est pas protégé contre les crues potentielles par les digue, mais en fait, cette digue est une portée contre les
creux de 1875, mais il dit que ça ne pourrait pas dépasser cette hauteur en fait. Il n'a jamais en fait pratiqué. C'est une protection, mais c'est passé avant quand même. Est-ce qu'il y a une réflexion sur ça? Et maintenant, j'ai fait des choses concernant le pays. J'habitais avant à Mignoret et actuellement une densification en fait des logements sur le bord de la Garonne et ça m'inquiète en fait. Je comprends votre question. Effectivement, les hauteurs des digues sont anciennes et sont construites à ce moment sur la crête du 1875. Faisant un peu plus loin vers la Grave et l'hôtel Dieu et la Grave, ce sont des digues qui protègent les quartiers sensibles, comme la porte de Liguri, comme le port Liguri. Et donc, effectivement, la hauteur de la digue est établie par rapport avec le petit de marge sur la crête de 1875. Si les modélisations nous amenaient à prévoir des hauteurs supérieures, je pense qu'on ne peut pas se poser réellement la question. En tout état de cause, des plans, et dans le plan qu'on vient sauvegarde, dans le plan d'inondation communale, le cas de la rupture de digue est pris en compte et on évalue justement, et on peut faire cet exercice, de dire, on a, je crois qu'on est sur 40 000 personnes dans un premier temps à déplacer en cas de rupture de digue. Voilà, c'est une des choses à prendre en compte. Et là, je fais juste le dernier point d'essayer d'être court. Si on a un risque de rupture de digue, on est vraiment sur un risque. Il faudra qu'on évacue les personnes conséquentes. On ne va pas attendre que la digue cède pour évacuer les personnes. Et c'est vraiment là l'enjeu. L'enjeu est là parce que si la digue ne cède pas, c'est tant mieux qu'on aura évacué. Vous voyez, on ne sera pas reproché. Et ça ne va pas grave. Par contre, si la digue cède, là, on aura au moins les personnes qui vont bien quitter leur logement. Par contre, sur la crue de 1875, c'est sûr qu'il y aura un truc plus important. Oui, la question c'est quand. Oui. Et ça, on ne sait pas. Ah si, les abacs en matière d'inondation, c'est. Non, mais je dis rien. Tu veux conclure? Je suis vraiment désolé, je l'entends. Il a été levé, mais on doit rendre la salle. Et heureusement qu'on était peu nombreux. Merci d'être venu. On va faire circuler le bonsoir. Merci beaucoup aux intervenants. Si vous souhaitez être tenu informé des prochains événements organisés par le modèle, petit formulaire à la sortie pour vous inscrire.